Yana, en fait, physiquement, il y a environ 6 ans, peut-être un peu plus, mais étonnamment, on se connaît déjà depuis notre adolescence. Elle était au Brésil. C'est simplement quelque chose qui m'est venu après qu'on se soit connus. On s'est connus dans la prière. C'était un moment où, adolescente, j'avais un coup de blues et j'ai fait une prière et je me suis dit, mais tiens, il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui est beaucoup plus malheureux que moi. Et je me suis dit, peut-être que tu peux, Seigneur, sauver cette personne et que peut-être on fera un bout de chemin ensemble. On ne sait jamais. Voilà, puis j'ai bien sûr oublié cette prière depuis très longtemps. Et elle m'est réapparue au moment où j'ai rencontré Yana. Donc Yana, on s'est connus il y a 6 ans quand elle avait simplement une question, un souci de maman. C'est comment faire pour que ma fille puisse faire la première communion. J'étais auxiliaire pastorale, je suis toujours auxiliaire pastorale, et c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est un peu rencontrés. On a bu des cafés avec les mamans, et puis un jour, tout à coup, elle a commencé à se confier. Et petit à petit, j'ai compris ce qu'elle vivait au sein de son couple. Et j'ai pu l'amener vers quelqu'un qui pouvait lui porter de l'aide. Et on est venus très, très, très amis. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris d'elle. Je n'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu, mais c'est quelqu'un de fantastique. Enfin voilà, je crois que c'est mieux, c'est que je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. D'abord, un grand merci à Maurice pour son accueil chaleureux et un grand merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je suis Yana Valença. Ça fait 27 ans que je suis ici en Suisse. Justement, j'ai une histoire. Dans mon histoire, je sais que je dis toujours, voilà, il y a pire, mais j'ai voulu écrire mon histoire pour pouvoir aider d'autres personnes qui n'arrivent pas à avancer et qui ont beaucoup de la peine à pardonner aussi. Il dit voilà, grâce au pardon, toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, j'ai réussi à les pardonner. C'est pour ça que grâce à ça, voilà, je suis devant vous pour raconter mon histoire. Et j'espère que je vais réussir. Parce que c'est toujours délicat de plonger dans un passé très douloureux et voilà, pour raconter depuis son enfance, je dirais même depuis que j'étais dans le ventre de ma maman. Voilà. Je suis un enfant qui était non désiré, qui n'a jamais été désiré. Quand ma maman elle était enceinte, elle a tout fait. Tout ce qu'elle pouvait pour m'avorter. Voilà, je l'ai tenue tête. Je suis là et après ma naissance, justement, et c'était, j'étais un peu à gauche et à droite. Et pour ma mère, j'ai dû payer aussi cher parce que je suis née, donc il ne fallait pas que je sois là. Ma mère, c'était quelqu'un que chaque fois que je demandais un câlin, c'était un gifle, un coup de poing, ou une lame de rasoir, des choses comme ça. Voilà, pour elle, j'avais pas le droit d'exister, comme elle disait elle-même, tu ne devais pas être là. C'est comme ça. Donc, je devais payer. Et voilà, j'ai resté avec elle pendant 12 ans, quand même, parce qu'un enfant attend toujours que sa maman lui donne un câlin, qu'il lui donne de l'amour, qu'elle change, qu'elle s'explique aussi des fois pourquoi elle ne l'aimait pas. J'étais souvent enfermée à clé, à cadenas, comme on dit, parce que ma maman était souvent dehors. Donc, il ne fallait pas que d'autres personnes sachent que quelqu'un était enfermé. Donc, parfois, elle m'a oublié pendant 3 jours, 4 jours, des fois sans rien manger. Oui, j'avais de l'eau et j'avais du sel.
Alors voilà, donc quand on est dans la survie, il faut trouver un moyen. Quand même voilà, s'il y a de l'eau, c'est déjà pas mal. Parfois, pendant des jours, il n'y avait rien à manger. Ma mère, elle m'a oubliée à la maison. Je me nourrissais justement de l'œil de sel. Okay, bon, mais d'un côté, j'ai appris aussi justement parce que s'il y a du sel, donc l'eau il garde, le reste dans le corps, donc ça aide aussi la personne. Voilà. Et quand ma maman elle est arrivée, la première chose qu'elle me disait, c'était « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es encore là? » Ah oui, j'ai oublié, j'ai refermé. C'était, par exemple, la nuit. C'est arrivé la nuit. J'entendais qu'il y avait la clé. Je devais m'y cacher sur la table, sur le lit, n'importe où, parce qu'elle me cherchait à tout prix pour des coups de poing, des coups de pied. Je garde sur mon corps plusieurs cicatrices à la lame de rasoir. Par exemple, des pansements jusqu'au sang, jusqu'à arracher la peau. Ça aussi j'ai eu. Elle m'a vendu aussi, quand j'étais plus petite, pour l'apporter de l'argent. Je devais avoir, je ne sais pas, je dirais 8 ans à quelqu'un. Donc il fallait l'apporter de l'argent. Donc j'avais le choix. Ou j'allais l'apporter l'argent, ou je recevais encore des coups de rasoir, des coups de pied. Tout ce qu'on peut imaginer qu'une personne voilà, qui était non désirée, je ne devais pas exister tout simplement. Ma mère une fois, désolée. ma mère une fois, elle arrivait le soir, elle m'a dit « Je suis très fatiguée, déjà je ne sais pas quoi faire avec toi ». Là, j'avais 9 ans. Elle a dit « Maintenant, tu vas t'asseoir dans ce petit canapé ». Je me rappelle toujours, c'était un petit canapé rouge, très sale, parce que justement, on était très pauvres. Et elle ne faisait rien pour que sa fille soit un petit peu mieux. Et dès qu'il y avait à manger à la maison, elle a changé parfois contre l'alcool, autre chose, parce que si elle buvait ou si elle ne buvait pas, c'était la même personne. Donc, j'étais vraiment détestée. Il fallait que je ne sois plus là. Une fois, ma mère, elle arrive le soir, elle a dit « Maintenant, tu vas t'asseoir là dans ce canapé ». Et elle a eu une lame de rasoir. Elle m'a dit « Maintenant, tu vas choisir où je peux te couper ». Ah, c'était dur parce que je dis « Mais… » Elle a dit « De toute façon, je vais te couper. Tu choisis. Toi, ta bouche, tu choisis où et je te coupe. » Et je demandais « Mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu mérites. Tu existes et tu ne devais pas être là. » Je me suis couchée dans ce petit canapé, comme ça, les jambes pliées. Elle s'est mise à genoux sur mon ventre, d'à côté. Je lui ai dit « Vas-y maman, tu peux me couper mon bras. » Mais elle a dit « Mais ça ne suffit pas. » C'était sa première cicatrice, sa première coupure. Mais ça ne suffisait pas. Alors elle a décidé de me couper à la jambe, mais jusqu'à l'os. Jusqu'à maintenant, je souffre de cette jambe. Ça fait des années, parce que voilà, c'est comme ça, c'était vraiment très profond. J'étais surprise qu'elle m'avait coupé aussi la jambe, parce que je dis pour elle, ça suffisait le bras. Alors, une fois qu'elle m'a coupé les deux côtés, elle était restée assise à côté toute la nuit. Parce qu'il ne fallait pas que je demande de l'aide. Il fallait que je meure. Toute la nuit,
j'ai senti le sang chaud qui coulait, mais par miracle, avec tout le sang que j'ai perdu, le jour d'après, j'étais vivante. Et l'après, quand le matin, parce que le petit fauteuil était partout, plein de sang jusque par terre, je lui ai demandé, mais t'as vu ce que tu m'as fait? J'ai rien fait. Elle a dit oui, tu existes. Après, elle est partie. Encore plusieurs jours. C'était infecté. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ces jours-là, elle a oublié de fermer la porte à clé parce qu'elle était pressée pour un rendez-vous, je ne sais plus où, parce qu'elle était à gauche, à droite. Plus tard, un homme est venu, qu'il connaissait très bien, soi-disant. J'étais en pleurs. Il a vu que c'était bien vert, que ça saigné. Il a dit, écoute, je peux t'amener à la pharmacie. Je dis, waouh, merci mon Dieu. Quelqu'un va prendre soin de mes blessures. Il m'a amené à la pharmacie, il a dit, ta mère, elle n'est pas là. Alors, tu dois payer. Ce monsieur, il fallait que je paye les soins qu'il a portés, mais le début, ce n'était pas prévu. J'avais 9 ans. Plus tard, ma mère, il y avait un politicien qui habitait pas loin de la maison. Ma mère, elle m'a forcé à écrire des petits mots. Pourtant, je n'avais pas beaucoup écrit parce que j'ai même pas fini la 2e primaire. Alors, le petit mot que je savais écrire, il fallait que j'écrive dans ces petits tickets en disant bonjour monsieur, c'était ma mère. Elle me dictait et moi, j'écrivais. Bonjour monsieur, j'envoie ma fille vous demander de l'argent parce que j'ai besoin, je vous connais. Alors voilà, j'espère qu'elle va m'apporter cet argent. Ma mère, elle savait très bien qu'est-ce que ce monsieur faisait avec moi. Parfois, j'arrivais sans argent. Donc, je devais mentir à ma mère en disant comme quoi ce monsieur n'était pas là. Il m'a abusé de moi, mais il ne m'a rien donné pour ma mère. Et elle m'a retourné de nouveau une fois, ça durait une année. Et chaque fois, c'était pareil. Une fois, elle m'a dit, si tu ne m'amènes pas, tu auras encore des rasoirs. J'ai reçu des coups de pied dans les côtes, des coups de poing dans la tête, des coups de poing dans l'estomac, jusque parfois, une fois que j'ai vomi du sang. Ça arrivait plusieurs fois. Quand ma mère, parfois, qu'elle n'était pas là, ou parfois que j'ai réussi à manipuler pour sortir, des fois j'allais nettoyer les garages des personnes pour acheter à manger, parce que ma mère, elle ne me donnait même pas ça. Et s'il y avait, elle prenait et donnait aux autres. Par exemple, il y avait une petite fille, une voisine à côté. Elle arrivait vers cette petite fille, elle la prenait dans les bras, parce qu'elle savait que c'était tout ce que je rêvais. Et elle disait, tu vois, elle est gentille. Toi pas. J'ai regardé. Je n'avais pas le droit de pleurer, parce que si je pleurais, c'était pire. C'était souvent comme ça. Parfois, je devais la doucher. Une fois que je la douchais, je devais faire un baiser à ses pieds, mettre à genoux et baiser ses pieds en disant merci maman. Elle a dit mais tu sais, tu as oublié de faire ça. Alors pendant que je lavais certains endroits, je me tapais.
j'étais vraiment la personne pour elle qui ne devait jamais exister, comme elle disait la même. Et j'ai appris plus tard aussi, parce qu'elle avait une sœur qui habitait très loin, et cette sœur, elle avait 12 enfants. Donc, cette sœur ne veut pas s'occuper de moi, parce que moi, j'étais de trop. C'est aussi grâce à sa sœur qu'une fois, elle m'a dit, mais si tu savais tout ce que ta mère, elle a pris pour pas que tu viennes au monde. Mais vous savez, avec tout ce que ma mère, elle m'a fait, je ne la déteste pas. Au contraire. Parce que je dis, je ne peux pas détester déjà. Je ne peux pas quelqu'un... Parce que dans ma tête, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle faisait. Même si d'autres personnes disaient, mais tu sais qu'elle ne t'aime pas, tu pars. J'ai quand même attendu. Je suis restée avec elle jusqu'à 12 ans. Ces jours-là, j'avais un couteau. C'était le jour où elle voulait me tuer, vraiment. J'ai quitté la maison à 12 ans et je suis partie dans la rue. C'était vers minuit. J'ai frappé chaque porte, expliquant mon histoire. S'ils avaient des enfants à s'occuper, des ménages à faire. Mais les personnes, je les comprends qu'ils avaient peur. Quelqu'un qui vient frapper à leur porte. Un enfant qui est tout seul. Oh, ils ont leur famille, oh, ils ont leurs enfants. Il y a un enfant qui n'a pas de famille, qui vit dans la rue. Ça fait peur à une famille qui est stable, qui n'ont jamais vécu vraiment des choses difficiles. Je dis oui, on a tous vécu des choses difficiles, mais différemment. Mais là, alors, ils me demandaient parfois, est-ce que tu as un papier, que tu as travaillé quelque part? Je dis non. Elle est où ta mère? Je dis, elle n'est pas là. Je dis, mais c'est minuit? Je dis oui, mais ma maman, elle m'a mis dehors avec un couteau. Il me fermait la porte dans un couteau. On ne veut pas de toi, désolé. J'allais ailleurs, fait la même chose. C'était la même chose. J'ai dormi dans la rue. Je faisais des petits travaux à gauche, à droite. Et les enfants qui sont dans la rue, comment expliquer ça? Ils vivent tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a des personnes malsaines qui sont là juste pour profiter de ces enfants, qui n'ont pas d'autres personnes pour les soutenir, surtout quand ils disent, voilà, la maison, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, alors voilà, on fait ça et ça et ça et ça. Quand j'ai eu, parce que moi j'ai travaillé beaucoup aussi dans la rizière, plus tard aussi, pour pouvoir manger, même si je dormais dehors, dans la rizière, dans les camps de sucre, je faisais un peu tout et n'importe quoi pour avoir à manger. Mais il y a quelque chose aussi que je n'ai jamais oublié. Là, j'avais 10 ans. J'étais avec ma mère, là, je rêvais encore en arrière. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai aussi jamais. J'ai réussi à nettoyer une maison et avoir un petit peu d'argent. Et j'ai rêvé d'avoir une robe. C'est comme toutes les petites filles. Alors, cet argent, j'ai acheté un tissu. J'ai acheté un tissu vert. Et j'ai demandé à nos voisines, est-ce que si je fais ça pour vous, est-ce que vous me faites une robe? Et j'ai donné exactement le modèle que je voulais. C'était plutôt des modèles, je dirais même des robes, des poupées, je dirais même. Voilà, parce que j'ai pas eu d'enfance, donc... Alors, cette dame, elle m'a fait cette jolie petite robe verte, avec une petite croix derrière. Déjà, je prends cette robe, j'amène chez ma maman. Je dis, regarde maman, j'ai travaillé, j'ai acheté le tissu. Déjà là, je prends une gifle. Parce qu'elle dit, pourquoi tu n'as pas le droit de faire ça? Parce que mes habits étaient souvent tous déchirés, tous sales. Et... Alors ma mère, elle a pris cette petite robe verte, elle a mis dans le, comment on appelle, on est étalage, elle a mis du kérosène.
et elle a mis de faux. J'ai regardé. Je n'avais pas le droit de pleurer. Parce que j'ai pleuré, comme elle a dit. Tu pleures jamais. Parce que tu pleures, tu as des dents cassées. J'ai regardé, c'était horrible. Et elle a rigolé, elle m'a regardé, elle a rigolé. Elle a dit, ça, c'est parce que tu ne m'as pas apporté cet argent. Et tu n'avais pas le droit de faire ça. Et pourtant, j'avais encore un peu d'argent que je l'avais déjà donné. J'ai dit, bon, d'accord. Une autre fois, c'est là que je voyais qu'à cette époque, même, j'avais déjà beaucoup de caractère et je savais aussi un peu ce qui était en train de se passer. J'étais aussi occupée des enfants. Et j'ai acheté un short. Parce que je voyais les footballeurs avec ces shorts. Et je te disais, ah, ça c'est super. Et moi, j'aimais bien jouer au foot. J'ai acheté, c'était un petit short rouge. Mais je croyais toujours que ma maman, elle allait changer. Elle allait m'aimer. J'ai apporté aussi le short. C'est passé la même chose. Brûlé. Bon, ça c'est... Il y a encore plusieurs choses. Si je continue à vous raconter mon histoire, je pourrais rester toute la nuit pendant des jours et des jours. Donc je vous raconte un peu qu'est-ce que c'était, que ça m'a marqué énormément. Comme par exemple, on n'avait pas de toilette. Donc, c'était au milieu de la nuit. J'avais peur d'aller dans la forêt parce qu'on n'habitait pas loin d'une petite forêt. J'ai fait mes besoins derrière la petite maison. Ma mère, elle a vu. Elle était cherchée et elle m'a étalé dans tout le visage. Jusque dans ma bouche. Alors, pour continuer, jusqu'à mes 12 ans que je quittais la maison, j'ai tout connu. Déjà avant, j'avais connu énormément. Après, ça continuait. La dernière, j'ai vu ma mère après. J'avais 14 ans. Parce qu'après, je faisais tout n'importe quoi. J'étais justement la victime idéale pour les gens qui servaient des enfants pour la prostitution. Ma mère, quand j'avais 14 ans, je l'ai revue. Je l'ai rapprochée de ma mère. Je dis, bonjour maman. Elle était enceinte, avec 2 petites filles à côté. Je dis, bonjour maman. Elle ne m'a pas répondu. Et après, je me rappelle qu'il y avait ma tante qui était à côté. Ma tante, elle a dit, mais c'est ta fille, elle répond là. Elle a dit, mais je n'ai pas de fille. Mes enfants sont les 2 qui sont ici, c'est celui que je porte. Je suis partie, plus jamais j'ai vu ma mère. À 16 ans, j'ai rencontré quelqu'un, justement là où j'ai travaillé avec des cannes de sucre. Une dame qui m'a dit, écoute, moi je viens dans un endroit très loin, du Brésil. J'ai des enfants à s'occuper. Est-ce que tu peux venir? T'es mineur, mais c'est pas grave. Moi, je peux signer pour toi. J'ai dit, waouh, super. Je vais vivre une autre vie. J'ai enfin quelqu'un qui va s'occuper un peu de moi. Et j'ai suivi cette dame. Déjà que j'avais vécu, voilà, une fois qu'on vit tout ça, on dit, bon, on n'a plus rien à perdre. J'ai suivi cette dame. Elle a signé pour moi parce qu'on devait prendre le bus, mais c'était d'un état à l'autre, donc il fallait une signature. Nous sommes arrivés à cet endroit, c'est tout le canton qu'elle habitait. Elle a pris le taxi. Je dis, bon, d'accord, les enfants ils sont à la maison. J'arrive là-bas avec pas des enfants. Plus tard, j'ai su que cet endroit on appelle un favela. Cette femme s'était juste habituée parce qu'elle disait qu'elle était infirmière.
l'habitué justement de chercher des jeunes filles pour mettre dans la prostitution, pour profiter. Dans cet endroit que maintenant, après que j'ai su que c'était une favela, il y avait pas mal des coups de feu. Je voyais des hélicoptères qui passaient avec des cadavres. Et pour moi, je demandais, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Où on est là? Ah, mais ça, c'est pas grave. Elle dit, là maintenant, tu dois travailler. Je dis, mais j'ai fait quoi? Elle dit, je vais t'emmener dans un endroit où tu pourras danser. Et tu pourras, je dis, danser. Et c'est vrai, c'est génial, danser. J'ai toujours voulu, voilà. Parce qu'au Brésil, la danse, on aime danser. Non, elle m'a amené dans un endroit pour danser, oui. Dans cet endroit où j'étais à 16 ans, le patron il a dit, tu dois te mettre à nu, ça ne suffit pas que tu danses. J'ai dit, mais normalement, je suis ici pour danser, et c'est tout. Vous avez payé quelque chose? Il dit, non, ici, tu dois faire comme tout le monde. Donc, il fallait que je donne de l'argent à cette dame pour dormir, pour manger, et même comme ça, c'était pas assez. Dans cette vie, dès que j'avais 16 ans, de prostitution, tout ça, que je suis tombée là-dedans comme ça. J'ai connu plusieurs personnes qui m'ont violée, d'autres que je ne faisais pas, qu'est-ce que je voulais. Ils m'ont tapé jusqu'à ce que je sois à terre. C'était un policier. Parce que ce policier, il disait toujours, ici, je défends les personnes qui sont seules. C'est cette femme qui est là-bas. Si tu es avec moi, tu n'es plus obligé d'aller chez elle. Et ce policier il fallait que je fasse tout, exactement tout ce qu'il voulait. Il me passait à gauche, à droite. J'avais 17 ans, voilà. Si je ne faisais pas, je recevais des coups jusqu'à saigner du nez, saigner des oreilles. Plus tard, j'ai connu un homme, en Suisse, qui m'a demandé que si j'avais de la famille. Je dis non, je n'ai pas de famille. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, je dois faire ça pour travailler parce que personne ne va m'engager, parce que je n'ai pas un certificat en disant que où j'ai des études, pour quelle maison je travaillais. Donc, je suis obligée de faire ça pour payer mon appartement. Autrement, je dois dormir dans la rue. Et quand vous dormez dans la rue, là, les viols, c'est encore plus fréquent parce que, voilà, vous êtes seul. Il y en a aussi, dans mon pays, il y a aussi des personnes, justement, qui ont des problèmes. Et pour le plaisir, ils voient celle-ci, c'est quelqu'un qui salit là. Donc, on doit l'éliminer. Donc, je devais faire ce travail pour avoir au moins un endroit pour dormir, que ce soit en dehors de la rue. Parce que c'était dangereux. Ça a toujours été dangereux. Même là-bas où j'étais parce qu'il y avait plusieurs personnes. Je me suis fait avoir avec plusieurs personnes aussi pour habiter avec. Mais au moins, j'ai dit, j'ai un lit et je ne suis pas dans la rue. Alors, ce monsieur, il a fait une enquête sur moi. Il a regardé où j'habitais, comment j'étais. Il a remarqué tout de suite que j'étais en dépendance affective, que j'étais un enfant maltraité. Et les personnes qui sont comme ça, c'est la proie idéale. Je dirais des personnes justement qui sont mal intentionnées. Parce qu'on cherche toujours à se faire aimer, comme des personnes qui ont vécu tout ce que j'ai vécu. On cherche toujours à se faire aimer, on est toujours en manque affectif. Donc, nous sommes les proies idéales. Alors, c'était un moment quand j'ai connu, c'était un moment, c'est simple, je dis, ou je saute par la fenêtre, ou je pars avec lui. Parce que je ne pouvais plus.
J'étais mineure quand je l'ai connu. Alors, il a payé un avocat. L'avocat soit mon tuteur pour que je revienne ici, en Suisse. Et moi, j'étais aux anges. J'ai dit, waouh, je vais avoir une famille. Je vais avoir une vraie maison. Je vais avoir quelqu'un qui m'aime. Je suis arrivée ici. Je suis restée enfermée aussi pendant presque 2 ans. Merci, monsieur. Mais, comme il le disait lui-même, ici, c'est mieux que chez toi. Dans la maison, et toi à manger. J'avais le droit de sortir seulement avec lui. Autrement, quand il avait des amis à la maison, qu'il a oublié les clés. Là, j'ai essayé de sortir, mais il m'a attrapé assez vite, en disant, si tu sors, il y a les policiers qui viennent t'attraper. Lui, il s'est servi de tout mon passé pour me faire peur, pour que je reste. 2 ans après, ce monsieur, il a quand même décidé de me marier. J'étais sa proie, j'étais enfermée, j'étais son esclave, j'étais tout. Une fois qu'il marié, il m'a tout de suite payé des cours que je puisse travailler parce qu'il avait un commerce. Il fallait tout de suite que j'aille travailler. Et sa famille, c'était une famille qui était très, 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 très raciste. Donc, sa famille m'a accepté seulement quand il a dit « Elle vient pour travailler et c'est gratuit ». Donc, j'étais acceptée, mais j'étais insultée de tous les noms. Je dis « Bon, voilà, j'ai vécu tellement de choses, je dis c'est tout ce que j'ai connu ». Plus tard, je suis tombée enceinte. Mon enfant était décédé à cause d'une faute médicale. Les médecins, ils m'ont donné 3 jours pour vivre. Je suis restée en chaise roulante pendant longtemps. Je n'ai pas pu aller enterrer mon enfant. C'était une erreur médicale parce qu'à 9 mois de grossesse, le bébé n'était pas venu. J'étais à l'hôpital, il a fait une provocation, que le bébé vient. Le bébé n'est pas venu, il m'a renvoyé à la maison. Je reviens 15 jours après. J'avais plus assez de liquide myotique et le bébé était très grand et j'avais plus de place pour le bébé. Alors, c'était vers 3 heures du matin, justement, 15 jours après que j'étais à l'hôpital. Ce médecin n'était pas là. Et le médecin de garde, il voulait faire une césarienne d'urgence. Le médecin de garde téléphone à mon médecin dit non, elle a que 24 ans, elle a pas attendre. Et le médecin il dit prenez le téléphone, votre bébé il va en train de mourir, il vous avec. J'ai dit j'ai trop mal, mais ça va aller. Et mon mari me disait tu dois faire confiance. Ici on n'est pas au Brésil. Ici les gens sont responsables, les médecins, et c'est beaucoup mieux qu'au Brésil. Donc j'ai fait confiance à mon mari. Ce médecin, je suis arrivée à l'hôpital à 3 heures du matin. Ce médecin, il arrive à 10 heures du matin. Souvent. C'était quelqu'un qui a des problèmes d'alcool. Je le vois souvent. Et je le regarde. Il me regarde. Je dis, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va mal. J'ai beaucoup de gens qui disent, mais comment tu le pardonnes? Parce que c'est de sa faute que son enfant il est mort. Parce que le médecin il garde, il m'a conseillé de porter plainte parce qu'il y avait une erreur médicale. Et 2 infirmières aussi. J'ai demandé à mon mari à cette époque, il avait le moyen, mais il m'a dit, écoute, tu sais, ça me coûte trop cher, je dois payer 15 000 francs et après c'est même pas sûr. Je dis, j'ai écouté mon mari. Alors,
le jour de l'enterrement de ma fille, les médecins ne m'ont pas laissé aller. Ils ont dit qu'elle n'a pas le droit d'aller parce qu'elle est mourante. Il faut venir, il faut qu'il y ait un courrier vient parce qu'elle va mourir dans 3 jours. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Grâce à cause de la césarienne qui était mal faite, j'ai eu beaucoup de problèmes pour avoir des enfants après. J'ai quand même fait une insémination pendant 8 ans. Quand j'étais enceinte de mon deuxième bébé, les médecins m'ont annoncé qu'il y avait énormément de chances qu'il soit trisomique. Alors, dans ma tête, je devais faire un deuil d'un enfant qui était en parfaite santé, qui soit trisomique. Alors, j'ai préparé la maison, parce que j'ai parlé avec d'autres personnes en cachette de mon mari après, parce que même après le mariage, je n'avais pas le droit d'avoir des amis, je n'avais pas le droit de sortir, parce que mon mari me disait toujours, tu ne dois parler avec personne, parce qu'ils vont détruire notre mariage. Et en plus, ici, tu n'es rien, tu ne connais rien, tu es bête, tu es trop bête. Comme il disait, la télé, heureusement que la télé, tellement que tu es bête. J'ai cru. J'ai cru. Alors, quand cet enfant il est venu, parce qu'elle est venue et une césarienne qui était préparée parce qu'à 5 mois, je failli la perdre parce que je travaille énormément du matin au soir avec un aspirateur dans le dos. J'ai eu beaucoup de chance qu'elle est venue au monde, c'était quoi, 7 mois et demi, 8 mois, en bonne santé. Mais la naissance de cet enfant, mon mari est devenu encore pire avec moi. C'était encore plus méchant. Parce que cet enfant, il a pris sa place. Cet enfant, je ne devais pas m'occuper de cet enfant. Je devais m'occuper de lui d'abord. J'étais une très mauvaise mère depuis le départ. Comme il disait lui-même, cette fille, elle n'a pas de chance d'avoir une mère comme toi. Tu es vraiment une très mauvaise mère. Je me rappelle, une fois, j'avais pris mon enfant dans les bras. Elle avait 3 mois. Je lui disais, mais laisse, tu l'as pourri. Une fois, je ne l'ai pas pris. Il disait, mais regarde-toi, tu as vu comme la fille, elle pleure. C'était comme ça au quotidien. Après, je me suis effacée. J'ai dit, mon mari, il a raison. Je ne vaux rien. Le déclic que j'ai eu plus tard, ma fille elle avait déjà 9 ans. J'ai eu un déclic parce que ma fille elle a commencé à faire comme moi. Quand son papa il était là, elle n'avait pas le droit de bouger, pas le droit de parler. Et on devait manger tout ce qu'il lui faisait. Même s'il y avait des fois, il faisait des choses que nous, on n'aimait pas, et d'autres qui lui l'aimaient, mais on devait faire comme ça. Alors, justement, c'est quand elle a commencé à l'école que j'ai commencé à regarder un petit peu comment les mamans ils faisaient. Je lui ai dit, alors, c'est pas normal, alors. Et là, justement, j'ai connu Claire, et qu'elle m'a envoyée chez une amie, et après vers notre association. Et même comme ça, j'avais beaucoup de peine à comprendre ce qu'il disait dans cette association parce que j'avais vécu un lavage de cerveau. Parce que à la longue, quand vous écoutez 24 heures sur 24, que tout est de votre faute, que vous êtes nul, que vous êtes bête, que vous ne valez rien du tout, c'est comme ça, vous dites, voilà, il a raison, moi j'ai tort. Et en parlant en cachette avec d'autres mamans et avec Claire, j'ai cette association, j'étais pendant une année dans cette association, chaque fois, elle me disait tout le temps la même chose, au contraire, mon mari me disait. Donc, ils ont eu beaucoup de mal, parce que même leurs psychologues, ils ont dit, mais j'ai fait un travail avec toi de 6 mois, ton mari te parle un mot, ou il t'envoie un message, c'est fini mon travail. À la fin, c'était très très dur.
j'ai dû quitter la maison pendant 1 mois avec mon enfant pour me cacher. Et même là, je voulais retourner avec mon mari parce que je vécu dans une emprise totale, dans une manipulation totale. Alors, après ça, j'ai connu la psychiatrie. Ma fille, elle était dans une famille d'accueil. Pourtant, elle avait un père. Et mon mari s'est battu pour rentrer à la maison en disant, elle est folle. Je vais bien te rentrer. Mais il ne voulait pas de la fille. La fille, elle restait dans une famille d'accueil. Alors, j'ai tout fait pour sortir de la psychiatrie parce que ma fille était dans une famille d'accueil. J'avais toujours peur que je rentre à la maison, que mon mari soit là. Après, j'ai dû me battre pendant 3 ans pour avoir la garde de ma fille parce que mon mari, il était très fort pour manipuler, pour parler. C'était quelqu'un qui savait très, très bien parler. Et moi, j'étais déjà dans la, comment on dit, j'étais mal, j'étais pas bien. Donc, automatiquement, pour que quelqu'un m'écoute, j'augmentais la voix. Donc, ils disent, voyez, elle parle avec la colère. Donc, son mari, il a raison. C'est une folle. Alors, pendant 3 ans, j'ai tout fait pour avoir la garde de ma fille. Avec beaucoup de courage, j'ai prié énormément. J'ai réussi à avoir sa garde maintenant. Et après, justement, j'avais promis à un psychologue, si je sors de là, je vais écrire mon histoire et je vais ouvrir une association pour aider d'autres personnes qui sont passées par là, pour leur donner le courage déjà de pardonner à ceux qui l'ont fait de mal. Parce que ce n'est pas facile, je comprends. Ce n'est pas facile, mais si on ne pardonne pas, on reste quelqu'un, comment on dit ça, on est toujours en colère. On doit lutter aussi pour ne pas devenir comme ces personnes nous ont fait de mal. Et ça, c'est une lutte quotidienne. Et déjà, cette lutte, si vous luttez pour ne pas devenir les mêmes personnes qui vous ont fait de mal, comme ça, c'est déjà le pardon. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je peux dire que vraiment, j'ai arrivé à pardonner à tous ces gens. Certains m'ont dit, ta mère, elle mérite la mort, elle doit mourir. Je dis non, elle ne doit pas mourir, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Ton mari, il doit aller en prison. Je dis, mais pourquoi il va en prison? Il ne se rend même pas compte de ce qu'il a fait. Il dit, ah, pourquoi tu le pardonnes comme ça? Je dis, mais pourquoi je vais le haïr? Ça va me servir à quoi? Je ne vais pas avancer, ma fille non plus. Grâce à le pardon, j'ai pu justement avancer, pouvoir aider d'autres personnes aussi, parce que j'ai connu aussi après en psychiatrie une maman qui a traversé la même chose que moi. En sortant de là, j'ai dit, je vais essayer d'aider le maximum de personnes que je peux, même si je commence de rien. Et c'est pour ça, que j'ai dit que c'est le pardon. Pour certaines personnes, ils disent non, j'arrive pas. Je dis, mais donne un peu de temps, tu verras, tu vas arriver. Oui, mais non. Je dis, mais pardonne-moi pour toi, pour que tu puisses avancer. Et d'autres disent, non, j'arrive pas. Je dis, mais regarde comme tu es. Tu es malheureuse. Ton enfant, il voit l'état que tu es. Il sait au moins. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, je ne peux pas pardonner. On peut. On peut. Parce que si vous pardonnez, c'est aussi plus facile à voir la souffrance des autres et pour pouvoir aider les autres. Et si j'ai pu pardonner, maintenant que j'ai essayé au maximum pour aider d'autres personnes qui ont vécu pour la même chose que moi, au plus, au pire, c'est aussi grâce au pardon, parce que le cœur il est plus ouvert et on est plus sensible à la souffrance des autres. C'est pour ça que
Il y a des gens, des fois, qui disent non, c'est pas vrai. Je dis, regardez-moi. Si j'ai réussi avec tout ce que j'ai eu depuis le ventre de ma mère, vous aussi, vous pouvez. Mais pour certains, il faut du temps aussi. Mais on arrive. Et c'est grâce à ça, grâce au pardon. Toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, ces policiers, cette femme, ces autres qui m'ont violée, je dis, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils vont continuer, ils continuent après. Donc, pourquoi on va les haïr? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Certains, ils vont en prison, comme certains disent, ton mari doit aller en prison. Je dis, mais pourquoi il va aller en prison? Pour lui, c'est normal, c'est de ma faute. Donc, c'est à moi à trouver le chemin, à trouver la force de le pardonner pour aller meilleur, pour aller mieux et pour pouvoir aider mes prochains. Quand j'étais petite, je ne connaissais pas l'histoire ni Marie, ni Jésus, mais je savais toujours qu'il y avait une grande force autour de moi, qui plus tard, je dis, voilà, c'est Dieu qui m'a aidée, qui m'a touchée pour que je puisse pardonner plus tard. Ces personnes, je ne les ai jamais haïes, je ne les déteste pas. Et c'est pour ça que je tenais justement. Ces livres, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et aussi pour donner le courage aussi à d'autres personnes qui sont en train de se maltraiter, pour oser à demander aussi de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur, qui n'osent pas. Et aussi, je parle souvent de pardon aussi, parce que la personne qui n'arrive pas à pardonner, c'est quelqu'un qui va être malheureux pour toujours, parce qu'elle va être aigrie, le cœur fermé, et elle ne va pas voir la souffrance qui est autour d'elle, et comment pouvoir aider telle et telle personne. J'espère que je n'ai pas trop parlé, mais si je continue, demain je suis encore là, donc voilà, si vous avez des questions... C'est juste que je tiens à parler justement. Si vous n'arrivez pas à pardonner tout de suite, avec le temps, faites l'effort. Parce que c'est pour vous aussi. Pas seulement pour l'autre, mais pour vous aussi. Pour que vous puissiez avancer et pouvoir aider. Et cette personne qui vous allez parler après plus tard, pardonnez. Et si elle arrive aussi, cette personne aussi, elle va faire du bien à d'autres. Et après, ça va continuer. À d'autres, et à d'autres, et à d'autres. Je dis toujours, on ne peut pas aider tout le monde. Mais si vous aidez déjà une seule personne, parce que vous dites, voilà, vous pardonnez une seule personne, cette personne, elle va faire la même chose avec un autre. Et après, ça va faire plein de personnes qu'elle a eu la force, le courage de pouvoir l'aider. Voilà, j'espère que mon français, ça a été... Peut-être quelques mots sur l'association, justement. Oui, alors c'est une association d'aide aux victimes de violences domestiques. Nous vivons justement des dons. Voilà, bon, les personnes qui travaillent, qui sont pour nous, ils travaillent bénévolement, parce que voilà, je n'ai pas le moyen. J'ai commencé, voilà, dès que le livre est sorti, il est sorti le mois de décembre, on a tout de suite, avec Claire, qui est cette association, et on demande justement, grâce, je témoigne aussi, pour parler, dit voilà, c'est cette association, on a des victimes, on a besoin d'aider, on a besoin de vous. Et j'ai pu aider certaines victimes par mon expérience, mon vécu, côté juridique, ou d'autres côtés, tout ce que j'ai vécu, comment, où elle pouvait aller parler, à quel médecin était plus à l'écoute, à quel endroit. Pour le moment, je peux aider comme ça, mais financièrement, je n'ai pas, par exemple, une séance à l'avocat, ça dépense de 180 francs ou 380 francs. Pour le moment, je n'ai pas pu
j'ai fait plusieurs demandes de dons, c'était refusé, parce que voilà, pour certains, ça dépend où la maltraitance domestique, ça n'existe pas. Ça dépend pour qui. Mais voilà, je suis la preuve vivante que ça existe, et d'autres personnes. Et j'aide aussi les parents qui ont vécu des maltraitances aussi, dans l'association, qui viennent dans l'association, qui ont vécu des maltraitances. Parce que des fois, il y a certains parents, c'est sans faire pour esprit, ils ont tendance à répéter qu'est-ce qu'ils ont vécu. Alors moi aussi, mon but, c'est dit, voilà, vous avez été maltraité, ce n'est pas la faute de votre enfant. Si vous faites ça à votre enfant, le jour qu'il aura des enfants, il va faire la même chose. Alors j'explique, ils disent, oui, mais c'est comme ça que je t'ai éduqué. Je dis, oui, mais ce n'est pas l'éducation. Ça, on appelle la maltraitance. L'éducation, c'est être à l'écoute de l'enfant, à donner l'amour à l'enfant et à le suivre dans son chemin, qu'est-ce que c'est bon pour lui, qu'est-ce que c'est mauvais, à les conseiller. Et plus tard, après, c'est lui qui a choisi son chemin. J'aide aussi les parents aussi qui ont vécu aussi des maltraitances. J'ai aussi des sites, des personnes qui me téléphonent, aussi en parlant de leur couple. Et j'aide aussi des couples des fois en disant, voilà, écoute, si tu aimes ta femme, tu crois que c'est normal que tu as fait ça. Donc j'aide des deux côtés. Je suis un peu partout. Parce que j'ai vécu un peu tout. Et j'ai dit, voilà, je ne peux pas dire que c'est une chance, mais ça m'a permis à pouvoir aider d'autres personnes. Aujourd'hui, donc, je pense que vous êtes séparés de votre mari. Oui. Vous habitez toujours dans le même village. Votre fille, elle a quoi comme relation? Je ne sais pas, votre fille, elle connaît votre histoire ou bien pas? Votre mari, il la connaît? Comment ça se passe cette... Écoutez, quand mon mari, au début, il avait un après-midi, un dimanche l'après-midi pour la voir. Et chaque fois, ça s'est passé mal, parce qu'il critiquait sa maman envers ma fille. Alors, quand ma fille elle venue à la maison, elle a dit, écoute, papa, il dit ça, papa, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Donc, c'est quoi? Alors, j'ai dû prendre plusieurs médecins. J'ai dû faire suivre des thérapies à ma fille, parce que mon mari il disait tout le temps, ta mère, elle est folle. Et j'ai dû demander de l'aide aussi, j'ai dû prendre des avocats, et j'ai dû demander de l'aide aussi, la protection de l'enfance pour avoir un suivi. Mais, comme souvent, mon mari me faisait passer pour une folle. Alors, j'ai dû aller encore plus loin avec des médecins, avec ses maîtresses d'école, en disant comment elle va ma fille. Donc, il y a certaines choses qui s'est passées que souvent je n'étais pas écoutée. Mais je dis, mais je ne suis pas écoutée, mais j'avance quand même. J'ai été pendant 3 ans pour expliquer à la protection de l'enfance, et puis avec l'aide justement de la pédiatre de ma fille, avec l'aide des professeurs et des amis de mon entourage. Ma fille, elle disait à la protection de l'enfance qu'elle ne pouvait pas dormir le week-end chez son père, parce qu'elle allait dormir seulement avec la clé, parce qu'elle voyait déjà la violence qui se passait à la maison. Alors, ça durait 3 ans, cette histoire. J'ai aussi envoyé des lettres un peu à gauche, à droite. J'ai fait aussi appel à les professeurs et les médecins. Et les professeurs, ils ont dit, mais un enfant qui a un 5 de moyenne, elle n'a pas de psychiatrie, elle n'a pas de problème psychique. Alors là, mon mari, après, ils ont dit, pour le bien de la petite, il ne peut plus la voir. Parce que chaque fois qu'il la voyait, je vais rentrer à la maison, ta maman elle est folle, ta maman tu verras qu'est-ce qu'elle va te faire, tout est de sa faute. Et une fois il m'a écrit une lettre en disant, tout est de la faute de ta fille. C'est pour ça que nous ne sommes plus ensemble. Et ça j'ai prouvé, j'ai montré des lettres, j'avais toutes les preuves aussi, j'avais aussi sa pédiatre, j'avais aussi une psychologue derrière. Parce que c'est facile à dire, mais il faut aussi prouver. Alors, j'ai prouvé avec les notes de ma fille, j'ai demandé de l'aide à sa pédiatre, j'ai demandé qu'elle fasse un examen complet de ma fille et qu'elle parle pour savoir si elle était vraiment dérangée. Elle a dit non. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Certains m'ont dit, mais comment vous t'en faites? Parce que moi,
j'ai laissé tomber. Je dis non, j'ai fait pour ma fille. J'ai vu comme ça s'est passé. J'ai vu comme elle a souffert à la maison, parce qu'elle n'avait même pas... Ma fille à la maison, pour parler, elle devait lever la main. Et parfois, à table, mon mari disait, mais ça suffit maintenant, tu sais, les années, moi et ta mère. Et elle ne faisait rien, sa petite fille. Elle voulait juste vivre. Elle ne peut pas avoir des amis, parce qu'elle était trop bien pour les autres, soi-disant. Non, mais tu es trop bien pour cela, tu ne vas pas. Autrement, dès qu'elle avait des amis, qu'elle venait à la maison, elle voyait un peu comme ça s'est passé. Des fois, j'ai pris des amis en cachette à la maison. Et dès que je voyais que son père il est arrivé, je trouvais un moyen pour qu'elle parte. Maintenant, elle a des amis. Maintenant, elle a évolué. Elle mange. Qu'est-ce qu'elle a envie? Elle parle. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle n'est pas interdite de parler. Elle vit tout simplement. Maintenant, c'est un enfant qui a 2 têtes de plus que moi. Elle a 14 ans, elle sait déjà ce qu'elle va faire l'année prochaine. Et je dis, voilà, je voulais qu'elle fasse des études un peu plus puissantes dans le collège, elle ne vaut pas. Je dis, bon, d'accord. Alors maintenant, elle a choisi de faire l'école des beaux-arts parce que c'est elle qui a fait les dessins de la couverture du livre. C'est quelqu'un qui est très doué. Je dis, voilà, moi, je vais dans le chaman. Là où elle va se sentir mieux. Et c'est vrai que c'est très, très dur, quand même, parce que j'ai énormément de problèmes de santé. Je me fais opérer un peu de partout. C'était échoué, les opérations. J'ai toujours pas de travail, parce que entre deux, il y a d'autres choses qui sont venues. Que, voilà, j'ai pas des études, parce qu'avant, je travaillais comme faisais du nettoyage. Et maintenant, j'ai les 2 bras avec des épondylite, canal carpien et toutes les opérations échouées. Et ce n'est pas reconnu pour la classe Perdigan. Alors, je suis juridique avec. Et voilà, ça fait déjà 3 ans. Je suis juridique avec. Et maintenant, il y a autre chose qui vient d'arriver. J'essaie de me battre pour me faire écouter, entendre. Mais je dis, d'autres disent, voilà, c'est impossible. Je dis, ça ne fait rien, j'essaie quand même. J'ai des personnes qui ne m'ont pas cru, qui m'ont refusé d'aider aussi. Je dis, c'est pas grave, je continue. C'est comme ça. Ou ils me croient, ils ne me croient pas, mais ce n'est pas pour ça que je vais les envoler, je continue. Voilà, je continue comme ça. J'aide maintenant, à mon tour, d'autres personnes qui vivent dans des situations pareilles, qui sont avec des conseils. Tout ce que j'ai comme juridique, autre chose. Si j'ai de l'argent pour payer l'avocat, bon, je pars maintenant, mais j'essaie de faire mon meilleur possible pour aider les autres. Mais justement, c'est parce que j'ai pu pardonner. Parce que quand on ne pardonne pas, on a comme un voile. On ne voit pas autour de nous. On est aigri, on a le cœur dur, on a de la peine à avancer, on a de la peine à croire à la souffrance des autres. Dans votre enfance, si on fait nous un pas en arrière, donc vous avez raconté le vécu du premier 12 ans avec votre maman. Est-ce que vous avez eu la possibilité de connaître votre père? Mon père, inconnu. Comment on appelle dans ma carte d'identité, c'est marqué père inconnu. Mon nom, mon prénom, c'est pas ma mère qui a donné, parce qu'elle ne voulait pas que j'aille prénom. C'est quelqu'un d'autre qui m'a donné mon prénom à l'âge quand j'avais 3 ans. On est un petit peu, je pense, coaché par rapport à ce que vous nous avez dit sur vous-même, les petits pardons qu'on donne, ils sont futiles par rapport à vous. Donc, moi, je me pose la question, mais juste, où peut aller pardon? Et ça me fait penser à la phrase de Jésus qu'il avait dit, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous, ceux qui vous ont fait du mal, encore spécialement plus votre mari après, il savait ce qu'il faisait. Par Vous rapport savez, à il ne se rend toujours pas compte, c'est toujours pas. Pour lui, c'est tout à fait normal. Pour lui, c'est moi qui méritais. Donc, quand la personne, elle n'arrive pas à comprendre aussi. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, et bien, mon mari dit, mais t'as fait ça et ça et ça. C'est impossible. Il ne comprend rien. Alors pourquoi je vais le haïr? Il ne sait pas.
Donc, pour avancer, je dis, la personne aussi, c'est très important pour la personne qui a vécu tout ça, parce qu'elle doit avancer, elle ne doit pas reculer, rester derrière. Il faut pardonner un jour, peut-être qu'ils vont comprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont compris après des années plus tard. Mais ça vaut quoi d'haïr une personne qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait et qu'on a fait normal. Donc c'est à vous à dire voilà, c'est à moi à trouver la solution. C'est pour ça que je dis, justement, je suis en train de lire le poème qui va bientôt sortir, parce que j'ai écrit mon histoire en poème. Je parle beaucoup de pardon, je parle beaucoup de pourquoi. Parce que des fois, quand on dit pourquoi c'est arrivé ça avec moi, pourquoi toi tu as fait ça avec moi, parfois, souvent, ça nous arrive que nous avons la réponse nous-mêmes. En tout cas, le livre de poèmes que j'ai fini, j'espère bientôt être publié le mois de décembre et le mois de janvier, je parle beaucoup justement de la division, je parle beaucoup de pardon, je parle beaucoup de pourquoi, je parle de ma vie, je parle de la maltraitance, je parle des couples, je parle de tout. Il y a, dans ce livre de poésie, c'est encore plus, je dirais, plus fort que le premier livre, parce que, par exemple, parce que des gens ils disent, voilà, ça c'est tabou. Je dis, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il n'y a pas de tabou. Je parle de tout. On n'est pas là pour juger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais tu sais, celle-ci, elle est comme si celle-ci, comme quoi. Je dis, mais pourquoi tu la juges? Est-ce que tu sais par où elle est passée? Non. Est-ce que tu as mis ses chaussures avec les cailloux qu'il y avait pendant toute sa vie, qu'elle a traversé? Va savoir le chemin qu'elle a traversé. Je dis, même si tu mets ses chaussures avec les cailloux, que tu traverses tous les chemins qu'elle a traversés, tu n'as pas le droit de la juger. Parce que c'est trop facile. Et même le jugement. Je dis, ça, on n'est pas là pour juger. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des erreurs. Alors, quelqu'un qui vient dire, celle-ci a fait ça, mais tu sais, c'est horrible. Je dis, je ne la juge pas, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Et même si je sais, pourquoi je vais la juger? Nous commettons tous des erreurs un derrière l'autre. Parfois, je choque certaines personnes qui disent, non, ce n'est pas vrai. Je dis, je suis là, avec tout ce que j'ai eu. Vous voyez ça? Ça, c'était pas ça. Ça, c'était coupé jusqu'à l'os. Ça, vous touchez, c'est l'os. Il est comme ça. Ça fait 34 ans que ce n'est pas cicatrisé. Comme ça, c'était les ongles de ma mère. Elle a pensé jusqu'à les deux morceaux. Et là, c'était des coups de rasoir là. Et là, le reste, je ne peux pas vous montrer. Mais j'ai vécu pendant 44 ans la violence psychique et psychologique. Je ne suis pas encore dehors, mais j'ai la force quand même de pouvoir aider mon prochain et de pardonner. Peut-être qu'il y a des périodes dans la vie où on n'arrive pas à pardonner, après on arrive à pardonner, on croit qu'on a vraiment pardonné, sincèrement. Puis après, il y a des moments où on est moins bien, puis on se révolte de nouveau. Est-ce que ça ne vous arrive pas d'avoir des moments un peu difficiles ou... Des fois, quand je dis, bon, on n'est pas tous les jours bien. Hein. Il y a des jours qu'on est bien, il y a d'autres qu'on est moins bien. Mais moi, je ne pose plus la question pourquoi ils m'ont fait ça. C'est déjà magnifique. Parce que je dis, voilà, je sais pourquoi. Mais c'est vrai qu'on vit des choses comme ça. On n'est pas comme tout le monde. On ne peut pas voir la vie comme tout le monde. Par exemple, c'est vrai qu'on a tous besoin des fois des petits détails de la vie. Alors moi, je ne m'attache pas. Je dis, voilà, mais ça c'est des petits détails, mais ça c'est vite réglé. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tendance à vivre comme tout le monde, mais on doit respecter chacun leur façon d'être, leur façon de vivre. Voilà, encore un immense merci. Alors, merci à vous.